Dans l'univers de Warhammer 40 000, il n'y a rien qui représente plus la licence qu'un Space Marine. Et presque un an après l'épisode 1, il est l'heure de voir 6 Space Marines à absolument connaître. Mais cette fois-ci, c'est l'épisode 2. Encore une fois, petit disclaimer, oui, si t'es un expert de la licence, tu les connais forcément tous. Mais si t'es nouveau ou si t'as envie de trouver un nouveau personnage préféré au sein de l'Imperium, et bah t'es au bon endroit. Avant qu'on commence, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner et n'hésite pas non plus à rejoindre notre Discord dont le lien est en description. Oui, techniquement, c'est Warhammer 30 000 puisqu'il est là durant l'hérésie d'Horus. Mais je l'adore et si tu connais pas Corvus, bah tu vas l'adorer aussi. C'est un membre des Dark Angels, la première légion de Space Marine. Et au-delà d'en être un membre, il en est le champion. Et au-delà d'en être simplement le champion, il est comparable au plus grand héros de l'Imperium de cette période. On peut sans problème placer son nom aux côtés de Sigismund ou encore Raldoron. Et surtout, il est la raison de la présence de Lionel Johnson au 41e millénaire. Et non, je te jure que je ne maxe pas. Corvus est né sur Caliban durant la Grande Croisade. Devenu paladin du 9e ordre de sa légion, il avait le rôle d'inspirer et de mener les siens. Porteur de l'armure de la forêt forgée par le lion en personne ainsi que du manteau du champion, il était l'élève d'Alajos, un légendaire d'Archangel. Et Corvus s'était illustré en étant un des 2 seuls anges à le vaincre. Il fera partie des forces qui iront déshabiliter Lutter après que ce dernier ait désobéi au lion. Mais l'événement le plus marquant de sa vie arrivera lors de l'hérésie d'Horus, durant la croisade de Tramas. La croisade de Tramas, pour faire bref, c'est un conflit entre les Night Lords et les Dark Angels, parce que Horus redoutait l'intervention du lion et souhaitait lui faire perdre du temps. Et durant cette croisade, il y a eu étonnamment une tentative de pourparlers. Étrange, mais pourquoi pas. Le lion est arrivé sur la planète accompagné d'Alajos et de Corvus. Curse, de son côté, était accompagné de Sevatar, le Goat, et de son écuyer Cheng. Bon, aucun des deux n'est vraiment un primarque cordial. Résultat, Curse l'a insulté et Johnson l'a frappé. Et pouf, bagarre. Étonnamment, Curse a pris le dessus sur le chevalier et il s'apprêtait à l'étrangler à mort. C'est là que Corvus va intervenir et planter son épée dans le dos du Night Hunter pour sauver la vie de son père. Ce dernier est tombé dans le coma suite à cette blessure. Sevatar décapita Alajos et Cheng s'assura de mettre en sécurité son primarque et les renforts des 2 légions sont arrivés. Après ces événements, il deviendra en quelque sorte le second du lion et prendra le contrôle de la moitié des forces des Dark Angels. Il eut pour mission de vaincre Typhus, le héros de Nurgle. Contraint de l'affronter ainsi qu'un prince démon et des marines de la peste, il finira par réactiver l'Astronomicon. Et ça afin de permettre aux ultramarines de rallier Terra. Il parviendra à survivre aux événements de l'hérésie d'Horus. Malheureusement, à son retour sur son monde natal, il verra sa fin en même temps que la chute de Caliban. On a brièvement parlé de Raldoron juste avant, on va maintenant l'aborder plus en détail. Et oui, je sais, j'aurais pu appeler cette vidéo 6 Space Marines de l'hérésie d'Horus à absolument connaître. Tiens, d'ailleurs, on pourrait la faire, celle-là. Alors lui, c'est simple. C'est le premier capitaine des Blood Angels et le second de Sanguinius en personne. Ouais. Rien que ça. Je te mets au défi de trouver quelqu'un dans l'Imperium qui n'a pas un respect des plus grands pour lui. Spoiler, ça n'existe pas. Même Rogal Dorn l'a lui-même qualifié d'exemple pour les autres Space Marines en raison de son esprit martial et de son talent autant stratégique en combat. À l'exception de son père, il est le Blood Angel le plus haut gradé. Pourtant, les dorures et les parures ne sont pas pour lui. Il préfère largement l'armure qu'il a fidèlement accompagné durant toute la Grande Croisade. Et ce trait de personnalité représente bien ses méthodes de combat. Il était calme, calculateur, il étudiait autant ses adversaires individuels qu'il affrontait en duel que sur le champ de bataille. C'était un ingénieur de la guerre, il voyait une science à comprendre et à maîtriser. Il cherchait à maîtriser tous les angles de cet art et il était d'une prudence redoutable au combat. C'est simple, il comptait parmi les plus grands officiers de l'Adeptus Astartes aux côtés d'Abaddon, Sevatar, Corvus et Sigismund. Son importance pour son primarque était telle qu'il l'avait personnellement accompagné pour assister au concile de Nicaea. Et petit détail que je trouve juste exceptionnel, Sanguinius l'appelait par le surnom Ral. Un événement marquant de l'hérésie d'Horus pour lui sera non seulement sa présence sur Macragge lors de l'Imperium Secundus, mais aussi son combat contre le futur prince démon Night Lord Jandor Skrevok. Un sacré sac à merde. Lorsque l'hérétique était doté des pouvoirs de son épée maudite, il parvenait à avoir le dessus sur le Blood Angel. Toutefois, lorsque le démon de l'épée a pris la décision de laisser tomber le Seigneur de la Nuit, Raldoron lui a montré ce qu'étaient de véritables qualités de bretteur. Et il l'a massacré comme si de rien n'était. Ce qui va encore une fois montrer la relation particulière qu'il avait avec le plus grand des primarques. Ce sera lors de la mort du martyr ultime de Warhammer. Il deviendra non seulement le premier maître de chapitre des Blood Angels, mais surtout il portera seul le sarcophage d'or de son père dans le tombeau sous la forteresse monastère de la Légion sur Baal. On ignore la fin de sa vie, mais il restera dans l'histoire comme étant le premier capitaine de Sanguinius, et celui qui a mené seul son corps dans son dernier lieu de repos.
Et hop, on fait un bond de 10 000 ans pour parler du légendaire maître de la chasse, le capitaine de la 3e compagnie des White Scars, Corssaro Chan. Le maître de la chasse, c'est un rôle qu'on retrouve uniquement chez les White Scars. Le concept même de la chasse pour les fils du Grand Khan, c'est qu'ils n'apprécient pas trop quand un ennemi parvient à survivre. Donc généralement, quand un chanceux leur échappe, Corssaro finit par partir en chasse. Et il revient rarement, pour ne pas dire jamais, sans la tête décapitée de sa proie. Tous les 25 ans, il part avec une compagnie de frères de bataille, en promettant de ramener la tête de la victime à leur forteresse monastère. Il se moque de savoir si sa traque va durer des jours, des semaines, des mois ou des années. Corssaro et ses chasseurs d'élite traquent leurs proies aux confins de l'univers. Parmi les dizaines de traques qu'il a réalisées, aucune de ses proies ne lui a échappé. Et si jamais la tête d'une de ses cibles n'est pas plantée aux abords de la forteresse monastère, c'est qu'elle a simplement gagné du temps. Même la tête du Doom Rider supposément intuable se trouve dans ce hall des trophées macabres. Et si jamais tu te demandes ce qu'est le Doom Rider, une vidéo sur lui a dû être publiée sur la chaîne il y a vraiment pas longtemps. Le retour de Corssaro se fait toujours en fanfare. Il est célébré car le chapitre sait qu'un de leurs ennemis jurés vient d'être abattu. Lorsqu'il fournit le trophée, les yeux de la tête sont brûlés avant que le crâne ne soit planté sur une lance. Et la lance sera plantée de façon à ce que les yeux brûlés observent l'entrée de la forteresse monastère. La route pour y accéder est pavée de ces trophées, comment dirais-je, peu charmant. Parmi les ennemis qui ont posé le plus de résistance à Corssaro, on retrouve le prince démon Valdorius, un meneur démoniaque de l'Alpha Légion. Certes, sa défaite a nécessité l'association de Corssaro et de Kevan Shrike de la Raven Guard, mais malgré ses efforts, la tête du démon se retrouve maintenant sur Chogoris. Une exarque à Eldari nommée Shane Ethil a eu l'arrogance de vouloir prendre la place du chasseur, et elle s'est amusée à traquer le White Scar durant 18 jours et 18 nuits. Bien qu'elle soit souvent passée à rien de le tuer, sa tête se trouve aussi sur Chogoris actuellement. Une des traques les plus dures qu'il a eu à mener fut face au boss de guerre orc surnommé la Poigne. Certes, il est reparti victorieux, mais sur la 50aine de chasseurs engagés, il n'y a eu que 3 survivants. Mais le véritable ennemi juré du maître de la chasse, enfin, la véritable ennemie jurée n'est autre que Shadow Sun. Ils se sont rencontrés et affrontés sur Damoclès. Leur combat semblait être un match nul parfait et constant. Toutefois, la tête de la commandante To ne se trouve actuellement pas sur Chogoris. Et ça pour l'unique raison que l'ouverture de la Grande Faille a menacé le monde des White Scars. Corssaro et ses hommes sont allés aussi vite qu'ils leur pouvaient pour rallier leur planète. Ils n'ont pas participé au gros de la bataille, mais ils sont arrivés à temps pour repousser les derniers Red Corsairs qui avaient envahi leur monde. Le Khan était préoccupé et en colère, il y avait toujours Shadow Sun qu'il devait traquer. Mais il était aussi énervé de voir ses terres envahies par les partisans de l'hérésie. Soudain, la croisade Indomitus est arrivée sur son monde et il a découvert les Primaris. Il n'a pas perdu de temps, il s'est immédiatement rendu à l'apothécarion, ordonnant à l'apothicaire en chef de lui faire l'opération pour qu'il devienne un primaris. On ignore pourquoi ce dernier a accepté de le faire au maître de la chasse avant de le faire au maître de chapitre, mais il a accepté. Durant des jours, l'opération inquiétait les siens. Ils ignoraient s'il était vivant ou mort. Mais il a fini par sortir de l'apothécarion et il était un primaris. Il n'a pas perdu de temps pour aller confronter le maître de chapitre Jubal Khan qu'il avait convoqué dans son sanctuaire. Le face-à-face était intense et tendu, et on ignore l'objet de leur conversation. Ce que l'on sait, c'est que Corssaro a fini par s'agenouiller devant son suzerain en reconnaissant son autorité. Après cette audience, il n'a pas perdu de temps pour rassembler des guerriers, il est ensuite parti pour purifier le secteur Yazan des hérétiques qui l'envahissaient. Hortan Cassius, c'est le doyen des Ultramarines, le Dante d'Ultramar, sauf que lui, il est pas maître de chapitre. Ce chapelain des Ultramarines est le maître de la pureté, un vieux guerrier âgé de plus de 4 siècles. Tellement âgé qu'il a connu la plupart des dreadnoughts du chapitre alors qu'ils étaient encore des guerriers constitués de chair et de sang. Mais aussi, il se permet d'appeler Marneus Calgar le jeune Calgar. Oui, ce mec-là est oui le maître de chapitre. Et ça, ce n'est pas pour rien. Car ils ont combattu non seulement côte à côte face aux sectes génovores, mais aussi face à la flotte ruche Behemoth qui avait envahi Ultramar lors de la première guerre tyrannique. Et c'est justement ça qui va caractériser Hortan Cassius le plus. C'est un vétéran traumatisé de la première guerre tyrannique. Lors de ce conflit, il avait eu pour mission de sauver la première compagnie qui s'était réfugiée dans la forteresse polaire du monde capital d'Ultramar. Les luttes étaient dures et les survivants étaient rares. Cassius est parvenu à survivre, mais grâce à sa volonté de fer. Grièvement blessé par un carnifex et à la porte de la mort, il a pu se faire sauver par les apothicaires de manière in extremis. Sa convalescence fut longue et quasiment l'intégralité de son corps a été remplacée par des bioniques.
bionique. Durant la longue durée qu'il a passé à se rétablir, il ne faisait que de se ressasser la guerre qu'il avait menée. Lorsqu'il a repris le service, il était non seulement aussi redoutable et hargneux que jamais, mais il avait compris quelque chose. Du moins, il était convaincu d'avoir compris quelque chose sur les tyrannides. À ses yeux, ils étaient bien plus qu'une menace physique. C'était un véritable châtiment pour l'humanité. Un châtiment car ils auraient manqué de vigilance. Il s'est alors donné la tâche de les éliminer. Obsédé par cette mission, il contacta le jeune Calgar, comme il l'appelle, et lui demanda l'autorisation de monter une force spéciale composée uniquement de vétérans des guerres tyranniques. Cette demande inquiétait Calgar, mais c'était son mentor, donc il l'accepta. Cassius voulait exclusivement des vétérans. Car selon lui, seuls ceux ayant fait face aux tyrannides peuvent être véritablement conscients de la menace qu'ils incarnent. Au début, sa task force anti-sauterelle ne comptait pas beaucoup de membres, mais le temps passait. Et de plus en plus de Space Marines croisaient leur route et pouvaient prétendre à rejoindre la task force. Le mouvement a fini par réellement prendre de l'ampleur. Et plus cette faction grandissait, plus elle s'éloignait des préceptes du Codex Astartes. À vrai dire, c'est un véritable écart à ce dernier. Pourtant, Calgar tolérait cette force. Car il est bien conscient qu'une nouvelle guerre tyrannique allait finir par se déclarer. Et il faisait entièrement confiance à son mentor et son armée pour changer les choses. Depuis l'ouverture de la Grande Faille, les Ultramarines sont concentrés sur les forces du chaos. Mais pas Cassius et sa task force est loin d'être inutile. Et ça, car la menace tyrannide continue d'apparaître encore et encore aux quatre coins de la galaxie. Le temps nous dira si l'obsession d'Ortan Cassius était le signe avant-coureur d'une folie destructrice, ou si c'était juste un visionnaire qui cherchait à protéger son peuple. Il est le maître d'un chapitre brisé. Parmi les fils de Sanguinius, il est le maître des enfants les plus impactés par la soif rouge et la rage noire. Lorsque Gabriel VII est devenu maître de chapitre, les prêtres sanguinéens lui ont appris que ses frères mouraient ou perdaient le contrôle bien plus vite à cause de la rage noire que de nouvelles recrues rejoignaient leur rang. Gabriel VII a ainsi pris la décision que puisque les flèches-tireurs étaient condamnés à mourir, ils allaient s'éteindre en tant que héros luttant pour la grandeur de l'Imperium. Et Gabriel en est le parfait exemple. Il est parvenu à surpasser la soif rouge et la rage noire afin d'honorer la grandeur de son père. Ce chapitre patrouillait dans l'espace le plus clair de son temps. Gabriel faisait en sorte que lui et ses frères soient les premiers à répondre aux appels de détresse. Il préférait se battre loin des autres chapitres afin qu'aucun membre de l'Imperium ne puisse les voir si certains frères sombraient. Sous le commandement de Seth, certaines planètes qui craignaient l'arrivée des flèches-tireurs ont fini par l'espérer. Il avait commencé à accomplir sa mission. Ses frères n'étaient plus des parias mais des sauveurs. Toutefois, tout va basculer lors de la troisième guerre d'Armageddon. Les flèches-tireurs sombrèrent dans la folie et ont massacré la milice de défense locale ainsi que les sœurs de l'ordre du Suaire d'Argent. Toutefois, les survivantes ont prévenu l'Ordo Hereticus, et le maître de chapitre a été jugé sur Baal. Il affirmait qu'il était le seul à blâmer, qu'il assumerait n'importe quelle sentence et que ses frères continueraient de lutter pour l'Imperium. Et ce dernier aurait fini par pourrir pour le reste de son existence dans les cachots de Baal. Mais quelqu'un n'était pas d'accord avec ça. Astorat l'inflexible, le rédempteur des égarés, le grand chapelain, estimait que les flèches-tireurs et leur rage étaient indispensables pour l'Imperium, et que Gabriel était le seul capable de les maîtriser. Il était le seul à être en mesure de contenir la rage de ses frères. Conscient de la moindre importance de sa vie ainsi que celle des siens, il n'hésitait pas à aider autant que possible les Blood Angels et autres chapitres successeurs. Bien qu'il soit le plus tempéré de ses frères, Seth est un véritable monstre au combat, et on pourrait aisément le confondre avec un World Eater. Doté de son épée verse le sang, c'est le parfait mélange entre l'épée de Guts et une épée tronçonneuse. Imagine juste le bazar. Il est décrit plus comme une monstruosité qu'un grand guerrier. Au point tel que Dante estime que ses victimes auraient tout intérêt à se prendre un missile à la place. Et ça, car le résultat sur le corps est sensiblement le même. Toutefois, bien qu'il soit le boucher parmi les bouchers, il parvient à garder suffisamment le contrôle pour que ses forces restent ordonnées. Il est autant un fin tacticien qu'un grand duelliste, même si on pourrait s'y méprendre. Son impact est sous-estimé, mais s'il devait mourir, les flèches-tireurs ne seraient plus que des bêtes sauvages assoiffées de sang. Et là, on comprendrait le rôle qu'il jouait. Lorsque les Primaris ont commencé à rejoindre les flèches-tireurs, Seth n'a guère apprécié. Car à ses yeux, il menait ses frères à la fin la plus honorable possible. Mais l'ajout des Primaris allait corrompre leur identité. Il n'était pas favorable à leur arrivée, il leur faisait comprendre. Toutefois, il a fini par comprendre qu'ils étaient autant touchés par la malédiction du grand ange que la fin qu'il avait prévue pour lui et ses frères n'était ainsi pas compromise. Même si personnellement je m'en lasse jamais, c'est vrai que les histoires des Space Marines c'est toujours des guerriers badass, des génies, des fins tacticiens et tout le tintouin. Mais pour le coup, je suis prêt à parier que tu le connais pas celui-là. Je parle de Lucas le Trompeur.
Avant de devenir un Space Wolf, son objectif était de parcourir le lit du plus grand nombre de femmes possible. Et il pouvait en faire plus d'une dizaine chaque nuit, ce qui lui a valu une sacrée réputation sur Fenris. Une fois devenu un ange de l'empereur, il se démarquera pour d'autres raisons. Tout d'abord parce qu'il était plus grand et plus maigre que ses frères, mais aussi car il n'était pas vraiment apprécié par les seigneurs loups. Il faisait toujours partie des griffes sanglantes, l'ordre des rookies des Space Wolves. Et ça, malgré une expérience qui n'était plus approuvée. Il avait une approche particulière de la guerre. Je pense ne pas trop m'avancer en disant qu'ils ont voulu faire un Space Wolf trickster un peu à l'image de Loki. Et il se trouve que ces méthodes sont particulièrement efficaces et ont fait leur preuve à plus d'une occasion. Notamment lorsqu'il s'est amusé à pirater un réseau de transmission orc en faisant des imitations et qu'il est parvenu à les monter les uns contre les autres dans une véritable guerre. Il a aussi été en mesure de pirater le réseau de traîtres du Mechanicus avec leur propre nécrovirus. Alors qu'il luttait avec ses frères contre les Wordbearers, il a poussé leur seigneur de guerre à se poser sur un lac de glace. Résultat, tu te doutes qu'ils ont fini à l'eau. La seule défaite qu'on lui connaît lui aura été donnée par le prince Lycus des Drukhari. Ce dernier le balancera dans l'espace après lui avoir retiré le cœur. Heureusement, c'est un Astartes, donc il a survécu. Toutefois, pour l'adversaire qui parviendra véritablement à lui ôter la vie, il lui réserve une petite dernière surprise. Mais ça, on le verra à la fin. Celui que l'on nomme le loup chacal n'aime pas seulement piéger ses ennemis. Et c'est ça qui lui vaut le mépris de ses supérieurs. Il lui arrive fréquemment de tendre des pièges dans les breuvages de ses frères en mettant à tout hasard des venins de crapauds non mortels mais bien chiants quand même. Et pourtant, malgré tout ça, il est extrêmement dangereux en combat singulier. Non seulement parce que c'est un grand dueliste, mais aussi parce qu'il est particulièrement fourbe et sans scrupules. Il n'hésitera pas à piéger ses adversaires et ça l'amusera, jouant carrément avec leurs nerfs en les insultant. C'est vraiment un véritable chacal. Son équipement aussi lui est unique. Entre sa griffe du loup personnalisée et son pistolet à plasma, il a trouvé son armement idéal. Mais la pièce qui sort du lot est sa cape faite de la peau d'un Doppler gangrel. Une peau qui lui permet de refléter la lumière d'une manière à ce qu'il devienne difficile à percevoir. Il a déjà fait partie de différentes grandes compagnies des Space Wolves. Ça arrive qu'un Space Wolf se fasse muter, mais lui c'est vraiment arrivé souvent. La dernière mutation en date a eu lieu après une blague tendue à Bjorn, loup des tempêtes. Il avait placé des poux de sang à l'intérieur de son armure Terminator. Et le Space Wolf a commencé à massacrer le blagueur. Mais Ragnar Crinière Noire est intervenu pour lui sauver la vie. Et le faire ainsi rejoindre les Crinières Noires pour que la compagnie du prodige des Space Wolves devienne sa compagnie actuelle. Ah, et je t'avais dit qu'à la fin je révélerais sa dernière blague. Il a remplacé son cœur secondaire par une grenade à stase. Ainsi, son adversaire final sera l'ultime perdant, puisqu'il finira figé pour toujours. Et cette statue existera pour prouver qu'on ne peut pas gagner contre Lucas le trompeur. N'hésite pas à liker la vidéo et dire en commentaire ce que t'en as pensé. Pense aussi à nous rejoindre sur Twitch. Je te remercie. N'hésite pas à t'abonner, on parle de Warhammer tous les jours. Somebody get